Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de mon complice Charles Daigneault. Bonsoir, André. On se rencontre toutes les semaines comme ça pour se raconter des histoires. Ah, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Ça fait très longtemps qu'on fait ça, d'ailleurs. Et ce soir, on va parler de deux personnes, de deux individus qui ont tous les deux fait des exploits qu'ils n'auraient peut-être pas fait dans d'autres circonstances politiques et géopolitiques, disons. Toi, tu vas nous parler d'un cosmonaute soviétique. Oui, je vais vous parler de Sergueï Krikalev. Et moi, je vais vous parler de Henry Box Brown, un ancien esclave qui s'est libéré en s'envoyant par la poste. Mais on va commencer avec notre ami Sergueï. Par la poste. André, il y a seulement toi pour déterrer des sujets comme ça. Sergueï Krikalev, on pourrait le comparer au Major Tom de la chanson, ou encore, comment il s'appelle dans de Walt Disney, le cosmonaute, là, dans l'histoire de jouets. Buzz Lightning. Le héros cosmonaute dans tous les sens du terme. En plus de ça, notre ami Sergueï, il était un cosmonaute involontaire. C'était pas devenir cosmonaute, c'était pas dans ses choix de carrière. Puis paradoxalement, il est devenu le plus expérimenté des cosmonautes. Au départ de l'histoire, il était russe, et puis on verra en tout cas un peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Il a été parachuté à l'âge de 27 ans comme un candidat chez Energia. Ça, c'est le constructeur des fusées à l'époque de l'URSS soviétique. Parce que ça va être important, vu que ça chevauche la fin des années 90. Là, on a eu l'éclatement de l'Union soviétique qui est en jeu avec ça. Alors, en 85, il fait partie du programme Buran. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que les Russes ont essayé de faire une navette spatiale. Elle n'a jamais connu le succès de la navette américaine, là, mais par contre, en étant dans ce programme-là, en 85, ils l'ont poussé tranquillement à devenir ce qu'ils appelaient un cosmonaute expérimental. Il ne voulait pas devenir cosmonaute, mais pour sa carrière, il y a été. Puis ça s'est concrétisé par un séjour à bord de la station spatiale Mir, après plusieurs vols dans l'espace et puis plusieurs années. Alors, premier séjour en 1988, deuxième séjour 1991 à 92. C'est plutôt celui-là qu'on va parler tout à l'heure. Et puis, ça finit pas là. De retour sur Terre, ben là, il a commencé à collaborer internationalement. On l'a retrouvé en octobre 92 sur STS-60, qui était une mission de la navette spatiale américaine. Soyouz 1, 31 octobre en 2000. Soyouz 11, en avril 2005. En 6 missions spatiales, il va avoir séjourné 803 jours et 9 heures dans l'espace. Il est devenu en 2007 président de Air Coca, la fameuse compagnie qui l'avait, c'est Energia, qui l'avait engagé au point de départ. En plus de ça serait peut-être bon de mentionner qu'il était champion du monde d'équipe de voltige aérienne soviétique. Alors, on sait que les cosmonautes naissent souvent de l'Air Force, de l'aviation. Et puis, de nos jours, ben, il est à la tête de la Cité des Étoiles à Moscou, qui a changé un peu d'orientation. C'est plus nécessairement militarisé. Là, en tout cas, c'est l'agence spatiale soviétique. Là où notre héros va briller, c'est en 91. Il va quitter la Terre pour la station Mir. D'ailleurs, il avait déjà visité la station, puis il avait même collaboré à la sauver, parce qu'elle a été mise en sommeil pendant quelques temps. Ça fut le sujet d'une histoire à dormir debout. D'ailleurs, que tu as... C'est drôle, nos sujets se recoupent comme ça ici. Alors, en avril 90, il ne sait pas encore, mais sa mission ne se passera pas comme prévu. Pendant qu'ils font leurs expériences en orbite, flottant au-dessus de tout ça, la situation politique en URSS se dégrade royalement. Ça faisait longtemps que les pays satellites, entre autres, et puis il y avait des mouvements, puis alors en décembre 91, si je me souviens bien, tout ça, ça a éclaté, et à ces années-là aussi, le Kazakhstan, c'est bon de mentionner que
le centre spatial de l'URSS et de la Russie est au Kazakhstan, un peu comme c'est en Floride pour les États-Unis. Le Kazakhstan était un endroit plus près de l'équateur, ce qui rend moins dispendieux, parce que c'est toujours une question d'argent dans ça aussi, hein, quand on y pense. Le Kazakhstan, à l'époque, était une république soviétique. République soviétique, puis il va déclarer son indépendance. Comme toutes les républiques soviétiques l'ont fait à l'époque. Cette année-là. OK. Alors, juste pour donner une idée de cette mission-là, au tout début, lorsque le véhicule spatial, c'est un Soyouz, s'approche de la station Mir, le système d'accostage tombe en rade et c'est Krikalev qui a accosté manuellement, ce qui était à l'époque un exploit total. Et c'est le plus grand spécialiste des systèmes, c'est à l'époque aussi un des cosmonautes les plus expérimentés, ce qui va faire que la suite de cosmonautes de d'autres pays, parce que là, lorsque le Kazakhstan est devenu indépendant, il y a aucun financement pour les vols spatiaux. Mais on a un cosmonaute qui est en l'air. Il y en avait deux parce qu'en réalité, la crise financière était tellement profonde en URSS que l'Agence spatiale n'avait plus de budget. Plus de budget du tout, puis pas plus pour l'URSS que pour le Kazakhstan. Mais là, le Kazakhstan a exigé que le prochain cosmonaute soit kazakh. OK? Alors là, il a fallu prendre le temps de former un cosmonaute et de débloquer des budgets. Si ça n'avait pas été de l'aide financière des autres pays, peut-être que notre ami sera encore en orbite. On ne sait jamais. Je parle d'aide financière, c'est pas de l'aide financière. L'Allemagne a payé 24 millions de dollars pour envoyer un mécanicien sur Mir. Et puis, grâce à ces fonds-là, on a réussi, après plusieurs mois de séjour, à le ramener sur Terre. Mais là, pourquoi il est resté aussi longtemps? Un, comme tu mentionnais, il n'y avait plus d'argent pour le ramener. Deuxièmement, il n'y avait pas de cosmonaute kazakh qui était disponible à l'époque. Et puis c'est drôle qu'il se soit complètement pas préoccupé de celui qui est là présentement. Nous autres, on a nos visées politiques. Là, on voit que la politique avait vraiment pris le dessus sur les réalités de la vie dans l'espace. D'ailleurs, Krikalev doutait beaucoup qu'il allait pouvoir poursuivre sa mission. Lui, il aurait pu revenir. Hein? Il y avait un vaisseau pour le ramener, mais ça voulait dire qu'il abandonnait la station Mir à elle-même, et puis c'était très important pour lui. Parce que là on a affaire à un cosmonaute URSS. Oui, lui, il est soviétique. Pas un Russe encore. C'est ça. Non. Alors, il va accomplir sa mission d'une façon brillante. Lorsqu'il va revenir sur Terre, c'est plus l'ombre que de lui-même. Il va avoir résisté à tous les facteurs dépendants de la gravité zéro et des radiations, entre autres, et surtout la claustrophobie, parce que la station Mir, c'est fondamentalement une cabine de téléphone. Si on regarde aujourd'hui ce qui se fait comme sur la Station internationale spatiale, c'est d'un grand luxe, c'est vaste. Si on regarde Mir, ceux qui vont aller voir des photos, c'est incroyable qu'il ait pu passer autant de temps dans cet espace restreint. Ça fait de lui un surhomme. Hein? D'ailleurs, je me souviens d'un astronaute américain qui avait résidé sur la station Mir un bout de temps et qui avait déclaré en revenant qu'il avait eu l'impression de passer une semaine dans une vieille voiture sale. C'était effectivement ça. C'était les technologies primitives. Mais par contre, Mir a fait la démonstration de la capacité et des possibilités de long séjour. C'était ça qui était le but pour les Russes, alors que à la sortie de la course spatiale et puis à l'orée du 21e siècle, là, on pensait plus à des grandes missions. Hein? La station spatiale, les missions vers les planètes extérieures, etc. Les Russes, eux autres, dans les années 60, avaient déjà commencé à penser au long séjour. Donc, l'expertise était là pour eux autres. Alors, ça a fait de Krikalev le dernier citoyen soviétique. Fondamentalement, il a décollé en Russie, puis il a décollé en URSS, puis atterri en Russie. C'est ça. Quand il est revenu, quelqu'un avait dit dans un journal qu'il avait comparé à un extraterrestre parce qu'il partait d'un pays qui n'existait plus. Exactement. Puis, affecté comme il était, il ne pouvait même plus se tenir debout. Okay? Il était très, très pâle, maladif, chétif. Ça a pris plusieurs mois pour se remettre. Dans l'espace du fait qu'il n'y a pas de gravité, la masse musculaire diminue très vite et même la masse osseuse diminue. Et il y a d'autres facteurs aussi, une élongation de la colonne vertébrale. L'humain de l'espace, dans l'avenir, va
probablement être aussi différent de nous qu'on l'est de nos ancêtres primitifs. Parce que un jour, ça va être... on va habiter, là. La station spatiale, c'est le premier pas. Et puis, nos amis de la Russie et de l'Union soviétique étaient là au début. Alors, tout ça pour conclure, c'est maintenant le plus grand héros de l'URSS et de la Russie. C'est le cosmonaute le plus expérimenté et il est encore de nos jours directeur de la Cité des Étoiles. Quand on pense qu'il fait partie de l'équipage qui a sauvé la station lorsqu'il y a quelques années plus tard, un exploit extraordinaire, et qu'ensuite, c'est sur lui que ça tombe, d'être dans l'espace au moment où le pays dont il est parti est en train de s'effondrer. Le moment le plus difficile, je crois, c'est lorsqu'il devait ramener 2 autres cosmonautes qui étaient avec lui sur la station. Il était supposé, lui, de revenir. Malheureusement, à cause du changement, cosmonaute kazakh, etc., il n'y avait plus personne d'assez expérimenté pour poursuivre la mission. Il y avait seulement lui, puis il y a vraiment, là, comment on pourrait définir ça? Il a accepté de prendre le risque pour sa vie, là, en sachant très bien qu'il pourrait peut-être même pas en revenir, là, s'il ne le ramenait pas, et puis qu'il y avait le moyen de revenir, c'est-à-dire. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas pris le véhicule Soyouz, il est resté là jusqu'à la conclusion de sa mission. Ah, écoute, je le mets avec Léo Major qu'on a parlé, là, qui est le Rambo québécois, comme Bravo on l'appelle. C'est des forces de la nature. Krikalev. Bravo. Moi, je vais parler d'un personnage extraordinaire aussi à sa façon, Henry Box Brown. Ça va être le surnom qu'on va lui donner, The Box. Certains vont penser que c'est un musicien ou c'est un lutteur, rien de ça, bien qu'il a livré une lutte majeure. Henry Box Brown est né en 1815 dans le comté de Louisa, en Virginie. Il est un esclave. C'était un noir dans un état esclavagiste. Et en 1830, son propriétaire l'envoie à Richmond, capitale de l'État de Virginie, pour travailler dans une usine de tabac. Parce qu'on pouvait, si on n'avait pas d'emploi, assez de travail sur la plantation, on pouvait envoyer un esclave ailleurs et prendre une partie de son salaire, par exemple. Le maître se gardait une partie de son salaire. Et souvent, on en laissait une partie à l'esclave. Certains réussissaient à s'accumuler assez d'argent pour se racheter leur liberté de cette façon-là. Alors, pendant qu'il travaille dans une usine de tabac, Henry se marie avec une autre esclave, Nancy, avec laquelle il va avoir au moins 3 enfants. Quand je dis se marier, il faut faire des guillemets, parce que le mariage des esclaves n'était pas reconnu par la loi. En fait, ça n'avait pas d'existence légale. C'était juste qu'en pratique, on tolérait qu'ils puissent se mettre en couple. C'était avantageux pour les maîtres parce que les enfants devenaient des esclaves. C'est ça, exactement. Ça leur faisait des esclaves de plus. Mais en 1848, un autre aspect de l'esclavage, sa femme, Nancy, et les 3 enfants sont vendus par le maître à un marchand d'esclaves qui, lui, s'en va les vendre en Caroline du Nord. Henry Brown ne peut absolument rien y faire. C'est ça aussi être esclave. On est une propriété. Alors là, il est décidé que pour lui, l'esclavage, c'est fini. Il va gagner sa liberté. Il a heureusement, comme il a travaillé en ville, il a fait des contacts avec personnels, avec des gens, dont un affranchi, c'est-à-dire un ancien esclave libéré qui s'appelle James C.A. Smith, et un certain Samuel Smith, qui lui est un blanc, qui est opposé à l'esclavage et qui exerce le métier de cordonnier. Alors, avec leur aide, il met au point un plan pour s'évader en se faisant lui-même envoyer dans une boîte par la poste. Alors, ce que Brown, avec l'argent qu'il a réussi à accumuler, va payer Samuel Smith pour qu'il lui a pris contact avec un abolitionniste, donc un adversaire de l'esclavage qui vit à Philadelphie, James Miller McKim. Ce qui se passe, McKim accepte d'être le destinataire de la boîte. Brown se fait donc enfermer dans une boîte de bois et on l'envoie par la poste de Richmond à destination de Philadelphie, 442 km. La boîte mesure 1,50 m de profondeur, 1,20 m de large et moins d'1 mètre de long.
Brown mesure 1,73 m et pèse 91 kg. Donc, il est plié littéralement à l'intérieur de ça. Le voyage commence le 23 mars 1849. Et là, la boîte va être transportée par chariot, par voie ferrée, par bateau à vapeur, puis de nouveau sur un chariot, puis à nouveau en voie ferrée, sur un traversier, puis de nouveau en voie ferrée, puis finalement le chariot de livraison qui va l'amener à destination chez M. McKim. À plusieurs reprises, on brasse la boîte, on l'échappe par terre, etc. Brown garde le silence. Le voyage va durer 26 heures en tout. À l'arrivée, les gens, McKim et plusieurs membres du comité de vigilance de Philadelphie qui font partie de ce qu'on appelait l'Underground Railroad, c'est-à-dire les gens, les réseaux qui aidaient les esclaves à s'évader, sont très inquiets. Ils se disent, il doit être mort, ils n'entendent rien. Et alors, on ouvre la boîte avec un crowbar, comme on dit en français, une barre à clous. Et là, Brown sort de la boîte et il prononce une phrase qui va rester célèbre. « Comment allez-vous, messieurs? » Et là, il se met à chanter un psaume. Il avait une très belle voix, paraît-il. Alors, on lui trouve tout de suite un emploi. Il va devenir porte-parole pour la Société contre l'esclavage, l'Anti-Slavery Society. Il va participer au congrès, au levée de fonds. C'est là qu'on va lui donner le nom de box, pour une boîte. Et il va aller dans les conventions d'esclavage, etc. Va publier 2 versions de son autobiographie, une à Boston en 1849, l'autre en Angleterre en 1851. Et c'est vraiment un miroir de la situation des esclaves dans le Sud. Et il va faire un spectacle. Et avec un panorama qui est une espèce de peinture qu'on déroule, de grande peinture, c'était très populaire au 19e siècle. Alors, qui représente des scènes d'esclavage dans le sud des États-Unis. Et il va faire le tour du nord-est des États-Unis avec ça, avec des numéros entrecoupant le tout de numéros de danse. Là, dans ces numéros de danse, il va parodier ce qu'on appelait les minstrel shows. Les minstrel shows, c'était des spectacles où des Blancs se déguisaient en noir avec des traits très exagérés, là, ce noirci avec du cirage à chaussures, puis des lèvres blanches, etc., et faisaient des soi-disant chansons du Sud, souvent des chansons avec des textes très racistes. L'ensemble du spectacle était absolument raciste et faisait l'éloge de l'esclavage en général. Lui, il va parodier ces spectacles-là et les retourner en faisant des spectacles qui parodient ces chansons-là et qui plaident contre l'esclavage. Exactement. Mais là, en 1850, va être adoptée aux États-Unis une loi, la loi sur les esclaves fugitifs, qui permet aux maîtres, aux propriétaires d'esclaves d'aller même dans les États du Nord pour récupérer leurs esclaves qui se sont évadés, sans que les autorités puissent s'y opposer. Alors, on envoie des chasseurs de primes, en général, ce n'est pas les maîtres qui y vont eux-mêmes. Alors, les esclaves commencent à être pourchassés. C'est là que beaucoup vont se ramener plutôt vers le Canada, parce que la loi ne s'applique pas ici. Mais Brown, lui, va partir pour l'Angleterre, où il va continuer sa carrière dans le spectacle. Il va faire le tour de l'Angleterre avec son panorama pendant les 10 années qui suivent et va faire plusieurs centaines de spectacles par an, visiter presque toutes les villes d'Angleterre à cette époque-là et va se produire dans des spectacles anglais pendant 25 ans. Durant la guerre de Sécession, qui commence en 1861, il va inclure des scènes de bataille dans son panorama. Après la guerre, l'esclavage n'est plus un sujet de débat puisqu'il a été aboli. Alors, il va se réinventer. Il va continuer une carrière dans le spectacle. Il va devenir hypnotiseur. Et il avait tous les talents. Parce que peu de temps après, il va commencer à des numéros de magicien sous les noms de scène Professeur H. Bugs Brown ou Le Prince africain. Ça inclut des numéros d'évasion, logiquement. Donc, un peu un ancêtre de Houdini aussi. Alors, il va se marier une seconde fois. On ne sait pas ce qui est arrivé à Nancy. Et il va fonder une nouvelle famille. En 1875, il retourne aux États-Unis avec un spectacle familial. Toute sa famille participe et c'est un spectacle de magie, mais avec des thématiques aussi antiracistes, etc. Et durant les 10 dernières années, en fait, en 1886, il vient s'établir à Toronto. Et c'est là qu'il va vivre jusqu'à sa mort en 1897. Et là,
il va y avoir, il y a une peinture, une lithographie célèbre, The Resurrection of Henry Box Brown at Philadelphia, où on le voit qui sort de la boîte, littéralement. Et il y a un monument qui lui a été dédié le long du Canal Walk dans le centre de Richmond, en Virginie. Une sculpture en acier qui reproduit la caisse dans laquelle il s'est échappé. Et on a fait une pièce de théâtre, Henry Box Brown, or the Mirror of Slavery, en 1997, pièce de théâtre de Tony Kushner. On ne peut qu'espérer que quelqu'un ait l'idée d'en faire un film, moi, ou une série télé. Moi, la vie de ce personnage-là, je la trouve absolument fascinante. Fascinant. Et puis, il y en a qui ont retenté le coup au cours des siècles suivants. Mais lui est le pionnier, puis je crois qu'il a réussi parce que les autres, ils n'ont pas tous réussi. Surtout ceux qui sont envoyés par UPS en avion. Oui, c'est ça. Parce que, comme on sait, en tout cas, c'est peut-être bon de le mentionner, mais les soutes des avions ne sont pas pressurisées. Donc, quand on est à une altitude de 40 000 pieds, il n'y a plus assez d'air pour entretenir la vie. La plupart du temps, il arrive à destination, mais congelé et... Je me souviens d'un dissident cubain, un très jeune homme, je me souviens, qui avait survécu quand même. Oui. Mais lui, il n'était pas dans la soute, il était même dans le train d'atterrissage. Il est arrivé en très mauvais état, mais en vie. Bien, il était deux, puis son compagnon n'a pas survécu. Oui. Et puis, il y en a carrément ont essayé de s'envoyer par transporteur international et le transporteur continental aussi. Il faut penser que si on regarde l'histoire des pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est, entre autres, a été le cadre de tentatives d'évasion rocambolesques de toutes sortes de façons. On essayait de sauter le mur de Berlin on l'a sauté à la perche, on l'a sauté en moto, en ballon, avec des tunnels, avec des cerfs-volants, de toutes sortes de méthodes. Créatives. Oui. Quand des gens veulent s'évader, il y a vraiment toutes sortes de méthodes. Mais dans le cas de Henry Brown, ça se situe dans le cadre de ce qu'on appelait l'Underground Railroad, que j'ai mentionné, qui était cette espèce de réseau qui, parce que l'esclavage existait dans environ 14-15 États des États-Unis à cette époque-là, il avait été aboli dans les autres, et une façon, souvent la seule, de se libérer, c'était de s'évader. Et il y a eu des milliers de tentatives. C'était très difficile. Souvent, les esclaves eux-mêmes sur les plantations n'étaient pas informés. Ils ne savaient même pas où ils étaient exactement par rapport aux endroits où ils auraient pu se mettre à l'abri. Donc, il y avait un réseau qui s'était créé de sympathisants, comprenant des Blancs souvent opposés à l'esclavage. Des Canadiens, non? Oui, des Canadiens et des Noirs libérés, soit parce qu'ils s'étaient rachetés, soit parce qu'ils s'étaient évadés. Et tout ce monde-là, parmi les plus célèbres, il y en avait Harriet Brown qui faisait littéralement évader, Harriet Tubman, qui était en fait évadé plusieurs centaines d'esclaves avant de servir comme espionne durant la guerre de Sécession pour le Nord. C'était un réseau souvent avec des méthodes absolument héroïques. Il y a eu des tentatives qui ont échoué aussi énormément, des gens qui ont pris, entre autres, un cas de gens d'esclaves qui avaient pris le contrôle d'un bateau dans le port de Caroline, mais qui n'ont pas pu se rendre à bon port, ont été capturés. Et il y a cette fameuse loi de 1850 qui permettait aux maîtres d'envoyer des chasseurs de primes pour arrêter les esclaves qui s'étaient évadés et les ramener. Et il y avait des chasseurs de primes qui le faisaient et ramenaient tout simplement les esclaves. Et s'il n'y avait pas trop, le maître les avait pas réclamés, il les vendait, les revendait sur le marché aux esclaves. Il y avait d'ailleurs, à ce niveau-là, c'était vraiment une industrie et des gens qui se sont fait capturer qui n'étaient même pas esclaves. On a vu le récit 12 ans d'esclavage dans un film récent qui est une histoire vraie, où le gars avait jamais été un esclave de sa vie. Il l'est devenu. Il l'est devenu. On l'a capturé à Washington et on l'a vendu dans le Sud. Wow. Et c'était vraiment... Et c'est pour ça qu'à partir des années 1850, les gens qui se sauvaient vers le Nord allaient jusqu'au Canada. Parce qu'au Canada, partie de l'Empire britannique, l'esclavage ayant été aboli en 1834, cette loi-là n'avait pas d'effet. Et les juges n'autorisaient pas, tout simplement, qu'on vienne capturer quelqu'un puis l'amener aux États-Unis pour quelque raison que ce soit. Et il y a même eu des émeutes à cet effet-là, à certains endroits. Donc, parce qu'il y en a qui se sont essayés,
comme on dit, quand même. Mais, et c'est les premières communautés noires en Ontario, notamment, et même ici au Québec, dans les cantons de l'Est et puis à Montréal, c'était des esclaves qui s'étaient évadés. Dont beaucoup sont d'ailleurs retournés aux États-Unis quand la guerre de sécession a éclaté pour s'enrôler dans l'armée et ensuite tenter de refaire leur vie aux États-Unis une fois que l'esclavage était aboli. Cette période-là, ces gens-là qui en ont souffert, ça a encore des ramifications au 21e siècle de nos jours, des sociétés modernes, les milléniaux, qui voient ça, cette histoire-là de même, là. On ne sait plus comment réagir. Ça a des influences dans nos décisions sociales aujourd'hui. C'est ça. On a juste à voir tous les débats qui se passent aux États-Unis dans l'actualité régulièrement. Et puis, moins souvent, mais de temps en temps au Canada aussi. Oui. Alors, c'est une histoire qui n'en finit plus. Ou, comme disait l'écrivain américain sudiste, bon, là, je vais le nommer, je vais l'oublier. Un blanc de mémoire. C'est qui disait, un écrivain du Sud qui disait « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé ». Ah, ben c'est bien. On peut finir sur une belle citation comme ça. C'est là-dessus que nous allons finir. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit bonsoir. Restez à l'écoute de TVCBF et à la semaine prochaine pour d'autres histoires à dormir debout. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, tu fais déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!